Bien le bonjour. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui dans notre humble studio l'équipe d'Odonata. Bonjour. 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 Nous avons sur ce magnifique canapé Cyril, C'est ici bien ça, présent, Cyril. et Gabriel. C'est bien ça. On peut peut-être commencer par déjà vous remercier et souligner le fait que vous soyez les premiers à être les premiers interviewés. Vous êtes les premiers interviewés dans notre humble studio qui a fait peau neuve. On a déménagé dans des nouveaux locaux et vous êtes les premiers à s'asseoir sur ce canapé pour vous faire interviewer. Très confortable en plus. Donc, Très bien. Ouais. Parfait. Parfait. C'est parfait. Ben, merci à vous en tout cas déjà de nous accueillir au sein de votre studio, d'avoir l'honneur aussi de l'inaugurer et de vivre ce moment-là, cet instant quoi. Bah, plaisir partagé. Peut-être vous pouvez nous dire déjà en deux mots, avant de parler d'Odonata, mais qui vous êtes en fait dans l'univers Odonata. Qu'est-ce que vous faites déjà tous les deux? Alors, avant de tomber de commencer. eh ben, je vais inaugurer. Donc, Cyril, je suis auteur chez Odonata. J'ai commencé avec Omega. Durant le Covid, enfin un peu avant le Covid, on avait déjà eu l'idée. Florent avait apporté l'idée d'un jeu post-apocalyptique avec des robots. Donc je me suis joint à lui. On a développé ce jeu avec un premier livret découverte. Et le Covid est arrivé et ça a été l'occasion qu'on puisse écrire pleinement avec Florent, Sébastien Chicha aussi, qui est le troisième auteur qui est arrivé un petit peu après sur la gamme Omega et qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans le monde du jeu de rôle en tant qu'auteur chez Odonata. Génial. Et ça a été une super aventure. Et ensuite, j'ai réussi à me greffer sur le nouveau projet Les Gardiens des Terres. Qui vous amène dans nos locaux aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, tout à fait. Tout à fait, entre autres. Et toi, Gabriel? Alors, moi j'étais d'abord illustrateur en fait sur Omega. J'ai rencontré Florent à une des dernières itérations du salon de Au-delà du Dragon à Montpellier en fait. Je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière. Comment est-ce qu'on dit Édition. Édition, tout à fait. Ça a matché très très rapidement entre lui et moi. Il a vu mon travail, ce que je faisais, ça l'a intéressé. Et il s'est dit pourquoi pas le faire travailler sur Omega, chose qui s'est passée. Et immédiatement on a après enchaîné sur le jeu Sapin K qui est sorti du coup cette année. Et moi, je suis arrivé avec un projet que j'avais monté tout simplement moi de mon côté, un projet d'univers qui avait été créé, mais qui était un peu brut de décoffrage, c'est-à-dire c'était pas prévu spécialement pour être un jeu, c'était ça pouvait être une BD, ça pouvait être ce qu'on voulait, c'était juste un univers. Et en présentant cet univers-là, ça a intéressé Florent, et on a commencé à vouloir un peu travailler dessus. Ce qui nous a amené après à se connaître parce que Florent organise chaque année ce qu'on appelle des week-ends Odonata. Donc moi, ça m'a permis d'intégrer l'équipe Odonata de cette manière-là, parce que normalement les illustrateurs sont pas spécialement invités là, mais vu que j'avais un projet d'univers qui pouvait potentiellement devenir un jeu, il m'a fait venir et j'ai rencontré Cyril et toute l'équipe Odonata. Et le fait est que je me suis très vite aperçu que je n'étais pas capable de faire un jeu. Moi, tout seul, en fait, tout simplement, avec de faiblesse, mais c'est vrai, quoi. J'étais un illustrateur, un gars qui avait des rêves et envie de raconter des histoires, mais je savais pas faire un jeu. Et vu que j'avais rencontré Cyril, on a commencé à travailler ensemble à partir de là, quoi. C'est moi qui ai voulu qu'on travaille ensemble sur Les Gardiens des Terres. Et quand on parle d'Odonata, en fait, c'est vrai qu'on pense à trois jeux. Le premier que tu as mentionné, Omega, c'est un jeu qu'on connaît chez nous parce que on l'a joué en 2021. D'ailleurs, c'est notre Alain National qui est un très proche ami des éditions d'Odonata qui avait masterisé cette partie en 2021. Placement de produit. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. Les vidéos, il y a 3 épisodes. Elles sont tout à fait délicieuses et n'hésitez pas à aller les voir et à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. On entend beaucoup parler aussi d'Insectopia qui est un peu votre premier jeu et Sapin K. Peut-être vous pouvez nous toucher à un mot de ces 3 jeux ou de les décrire dans les grandes lignes pour ceux qui nous regardent. Insectopia, c'est le premier jeu
qui est sorti en 2016 maintenant. Donc c'est vraiment ce qui a lancé la maison Odonata. Donc là, c'est Florent qui avait démarré le projet, alors quasiment tout seul à l'époque, avec quelques amis à lui, pour pouvoir, parce qu'il il adore les insectes. Et la maison d'édition Donata est née pour pouvoir éditer Insectopia. C'est un jeu dans lequel en fait on va jouer un insecte. C'est un médiéval fantastique, basiquement, entre guillemets quoi, dans lequel on incarne un insecte et donc une race d'insectes qui va apporter une jouabilité différente en fonction de l'insecte évidemment qu'on aura pu choisir. Et donc ce sont des insectes qui vivent, on vit dans un monde où l'humanité a totalement disparu et les insectes ont créé, donc ce sont des insectes qui sont évolués, qui sont beaucoup plus évolués, qui se tiennent debout et ainsi de suite, et qui ont une domination totale maintenant sur le monde. Donc on a une guerre incessante entre les termites et les myrmides. Voilà, dans ce jeu-là. D'accord. Super. Ça, c'est pour Insectopia. Ouais. Après, on passe sur Omega, qui a été donc le deuxième jeu, deuxième jeu Odonata, qui se base sur le même système de jeu qu'Insectopia. C'est un système en plus particulier où vous allez chercher dans un sac, vous allez chercher des éléments, c'est ça, pour jouer. C'est ça. Exactement. C'est un système de billes, en fait, qui ne porteront jamais, évidemment, l'appellation de billes en fonction du jeu dans lequel vous êtes. Insectopia, ce seront donc des blattes et Omega, ce seront donc des diodes. Mais elles ont la même couleur et on a à peu près les mêmes statistiques, c'est-à-dire il y a des couleurs différentes et en fonction de la couleur que vous allez tirer dans un sachet à l'aveugle, ça donnera le résultat du dé que vous étiez censé faire. Ça apporte un petit plus à la jouabilité. Évidemment, ce système-là est dispensable et remplaçable par un système de D10, somme toute beaucoup plus classique au sein du jeu de rôle. Mais, voilà. Et là, en l'occurrence, on est dans un univers beaucoup plus hard entre guillemets que Insectopia. Disons que voilà, sur Omega, c'est un monde post-apocalyptique futuriste. On est au 74e siècle. La Terre a malheureusement disparu. Ce sont les IA et les robots qui ont pris le commandement et qui se partagent la Voie lactée en cinq parts plus ou moins égales et les firmes, donc ces grosses entités robotiques, vont se confronter, mais en même temps vont s'y s'allier en fonction des objectifs qu'elles vont avoir, soit en conquête, soit en recherche, soit en ressources aussi. Et derrière, il y a aussi les menaces organiques. Donc chaque firme va avoir sa vision de l'organique et elles vont se confronter face à ces organiques qui peuvent aussi prendre de l'espace et de l'influence. Donc là, on joue des Oméga qui possèdent le logiciel Oméga et ce sont les seuls robots qui peuvent, grâce à ce logiciel Oméga, comprendre et décoder les sentiments organiques. Donc on joue des infiltrateurs, des politiciens, des guerriers, mais en tout cas des unités d'élite interfirmes pour pouvoir ponctuellement dire bien là on a un objectif commun, donc une équipe d'Oméga va y aller et va résoudre le problème. Il arrive que sur les scénarios, des firmes vont avoir des intérêts divergents, donc dans les parties, les joueurs risquent peut-être de temps en temps se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, mais ceci étant, la réussite de la mission est primordiale pour les firmes à ce moment-là. Très bien. Ce qui promet des parties assez intéressantes quand même. Ouais, ça peut donner certains aspects assez fun autour d'une table. L'union n'est pas totale, on va dire, dans les joueurs. Enfin, elle comprend. peut ne pas être totale. Ouais. Elle peut être totale, hein, si on est à bon entendeur, hein, évidemment, mais ça peut déraper très rapidement. Et ça peut d'autant plus déraper que le logiciel Oméga peut avoir des bugs au fur et à mesure qu'il y a des contacts avec les organiques. Ou que la vision de la firme plaît de moins en moins
donc à l'Oméga, il peut basculer soit de côté de la déviance ou de la dissidence. Et donc là, l'Oméga, le joueur va devoir faire un choix entre sa firme, les organiques, ou alors travailler pour lui uniquement et être un dissident. Génial. Et du coup, c'est, ça promet du palpitant parce qu'il y a un objectif commun, mais chacun a malgré tout son objectif personnel C'est ça. qui va devoir quand même réussir à mettre en avant sans mettre en péril non plus complètement la mission et l'objectif, quoi. Tout à fait. Et le troisième qui est Sapin K. Le troisième bébé, donc Ouais. qui est Sapin K, qui est donc sorti cette année. Ça se passe donc en 1535 et on joue un agent du Sapin K. Donc en 1535 tout simplement c'est l'Espagne qui est venue envahir le monde des Incas là en l'occurrence, le Pérou quoi, le Nouveau Monde. Ouais. Et mais ça ne se passera pas comme prévu en l'occurrence. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement les dieux Incas se sont immiscés dans cette guerre et ont donné des pouvoirs à certains agents du Sapin Inca, qui est donc l'empereur des Incas. Et ces derniers ça va permettre en fait de renverser la pression et d'empêcher l'Espagne d'envahir totalement et d'assouvir l'Empire Inca. Donc c'est une uchronie en fait. C'est tout à fait une uchronie, c'est-à-dire on se glisse dans un événement historique qui a parfaitement eu lieu et on vient faire dérailler cet événement-là en amenant de la magie en fait d'une certaine manière, c'est ça. Et donc là vous allez pouvoir, vous êtes donc des enquêteurs. En tant qu'agent du Sapin Inca, vous êtes des enquêteurs, vous êtes là pour endiguer l'avancée espagnole, vous êtes là aussi pour résoudre des mystères et des secrets au sein des différentes légendes Inca. Donc vous allez comme ça slalomer et vous glisser au travers de ces montagnes, de ces jungles et de ces villes un petit peu pour voyager dans cet univers souvent assez méconnu en fait. Beaucoup de gens ont tendance à confondre Aztèques, Incas, enfin bref, ils font une espèce de grand méli-mélo mais en fait pas du tout. C'est des empires qui se sont pas forcément tellement côtoyés que ça quoi. Ouais. C'est assez différent quand même et donc là on se glisse quand même sur on va chercher quelque chose d'assez précis pour parler de ces légendes-là, de cet univers-là, de cette histoire-là, à ce moment-là, en 1535. Voilà. Donc des jeux plutôt hauts en couleur, on va dire, vraiment, Oui. vraiment divers, avec des systèmes qui se rapprochent, comme vous disiez par exemple Omega, Omega Insectopia, ça se Tout à ressemble fait. un peu, Voilà. mais Alors, des univers totalement différents, somme toute. les univers sont très différents, effectivement, pour les trois. D'ailleurs, Sapin Inca, voilà, c'est quand même vraiment une nouvelle gamme. C'est-à-dire là, on va chercher l'Uchronie, donc on va chercher à s'accrocher à des événements historiques pour créer le jeu, alors que les deux autres jeux vont être totalement inventés de toutes pièces. Le système de jeu Sapin Inca n'est par contre pas le même que Insectopia et Omega. Là, pour le coup, c'est un système de jeu basé sur de la réussite avec des D8. Parfait. Et d'ailleurs, du coup, Odonata, édition Odonata, qu'est-ce que c'est d'où vient ce nom, qui a un nom un peu particulier, qui a un sens, somme toute, Oui. pour les fondateurs, et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre maison d'édition en tant que telle? Alors, en fait, ça vient de Florent. C'est Florent qui a fondé Florent Moragas qui a fondé Odonata. Et c'est tout simplement que c'était Odonata, donc c'est une odonate, c'est une libellule en fait. C'était le surnom de Florent, plus jeune. Ah, D'où le logo aussi D'où le sur logo, Odonata. Oui. C'était la libellule. C'est parce qu'il était tout le temps à droite, à gauche, en train de partir partout. Ouais. Et du coup, il était appelé la libellule. Et D'accord. donc, vu qu'il était passionné d'insectes et que c'était un petit peu son
son sobriquet, quoi, son surnom. Il s'est vu, enfin, il a trouvé judicieux d'appeler sa boîte Odonata, ce qui je trouve est un nom assez qui a un côté un peu bienveillant comme ça, qui a déjà ce côté un peu ludique, même qu'on retrouve un peu dans le logo, quoi. Et tout simplement, passionné d'insectes, un jeu Insectopia qui était autour des insectes. Bon, je pense que ça a coulé de sens pour que le logo et tout ceci se recoupent autour de ça, quoi. Bien sûr. Et de ce que je comprends, vous avez ces 3 jeux phares, ces 3 mastodons, on pourrait dire, qui sont déjà sortis, qui fonctionnent du tonnerre. On va en reparler par la suite. Mais de ma compréhension, vous avez potentiellement d'autres projets au-delà des Gardiens de l'Éther. Vous avez d'autres projets qui sont en fermentation, en distillation. Je sais pas comment vous pouvez le dire. Mais vous avez d'autres jeux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ouais. Alors à moins que tu aies envie de alors, c'est vrai que à la base, Odonata crée des jeux de rôle, donc c'est vraiment un studio de création et d'univers. Il y a une souscription donc sur UVG, Ultraviolet Grassland and the Black City, qui là est une traduction qui est en cours. Alors, on a eu un peu de retard dessus. Et normalement, tout va être prêt début 2025. Donc UVG, c'est un univers psychédélique à la Mobius, où les joueurs vont rentrer dans un trip, dans un road trip psychédélique et traverser des contrées totalement saugrenues, mais dans un univers totalement cohérent. D'accord. Donc là, l'auteur en plus avait sorti son jeu en anglais. Il est auteur et illustrateur, et c'est un jeu qui a très très bien fonctionné. Et voilà, sous ces airs de Mobius, Black Sabbath et compagnie, c'est vraiment un jeu qui a fait de l'œil à Odonata, et donc on a récupéré la traduction. Hyper cool. Il y a eu une souscription et tout s'est très bien passé à ce niveau. C'est très heavy metal. On est un peu sur 3 moitiés, c'est-à-dire vous êtes dans une histoire, un scénario, vous êtes aussi dans un jeu, vous êtes dans un parcours. Enfin bref, vous devez traverser comme ça cet énorme désert en direction en fait de la Black City. Donc c'est un jeu qui est c'est une saison. Vous le jouez, c'est un scénario, il se joue c'est pas un univers ouvert, vous allez le suivre de l'épisode 1 jusqu'au dernier épisode, jusqu'à votre arrivée, quoi. C'est un trajet, quoi, qui se découpe vraiment totalement. On est dans les univers qui sont comme tu disais, métal hurlant, le dessinateur venait de là, et c'est très heavy metal au possible, quoi. Quand vous évoquez Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, qui est Black Sabbath, qui est un groupe qui est, on peut dire, père de plusieurs styles de musique, dont le metal, le stoner, le doom, enfin, pour les connaisseurs. Donc, clairement que là, on est dans un univers très, très métal, comme vous dites, ouais. Et puis les illustrations marquent bien cet univers. J'en doute pas. Quand vous parlez des métal hurlants et tout, c'est clair que là... Ah oui, c'est un petit régal pour celui qui a envie de découvrir quelque chose de nouveau, d'inconnu, un peu de partir là-dedans. Ça reflète aussi un peu toute une époque, je pense. Ça va parler, c'est sûr, à un public. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'attente là-dedans, mais faut pas que les gens hésitent même à chercher à le découvrir, quoi. Ça vaut le détour. Il y a une quantité d'images astronomiques. La narration est juste folle, en fait. Et pour l'instant, peut-être que le public est encore un peu de niche, mais ça mérite quand même d'y jeter un œil, quoi. Ça m'est déjà. Et donc, on peut dire aux gens des gens qui vont regarder cette interview de ne pas hésiter à aller découvrir ce jeu, qui est d'ailleurs un jeu parmi tous les projets que vous avez lancés. Peut-être vous pouvez en énumérer quelques-uns, mais de ma compréhension, vous êtes plutôt prolifique comme maison d'édition et comme créateur de jeux, ce qui est impressionnant quand même. Il y a plusieurs noms. On n'est pas très calme, c'est vrai. Non, ouais. On n'est pas très calme. C'est positif. Ouais. Bon, déjà, au-delà du fait qu'on soit bien passionné par ce qu'on est en train de faire, on est aussi une bonne équipe, on s'entend bien, ce qui
pousse aussi à bien aller de l'avant. Effectivement, dans la liste de jeux, là on a Résilience qui arrive aussi bientôt, qui est en préparation un petit peu dans les bacs. Là, on est sur le travail des illustrations. Résilience, en fait, c'est vous jouez une fée dans un univers post-apocalyptique, mais dans la reconstruction de l'univers post-apocalyptique. Ce qui on va plus loin que la simple survie de l'univers post-apo bien connu de tous en fait. Là, on est vraiment dans non, le monde a été détruit, c'est un fait. Maintenant, on remonte la pente et comment est-ce qu'on va construire, bien sûr, avec une notion de survie automatiquement qui vient être soulignée par cet aspect post-apo qui accompagnera le jeu. Mais avec cette touche féerique, parce que vous jouez une fée, on est dans de la féerie, post-apo, ce qui lui donne toute son originalité. Et au-delà de ça, même, sa jouabilité va être assez folle aussi, dans le sens où... alors, bien sûr, tout le monde ne sera peut-être pas client de ça, mais ça, c'est à chacun de vivre son expérience, mais on va avoir un aspect très jeu de plateau, qui va être très fort et très prégnant au sein du jeu. Donc forcément, faut avoir cette espèce d'affinité avec ce type de mécanique, mais on est vraiment à cheval entre le jeu de plateau et la narration. Ce qui va peut-être attiser la curiosité de certains. Ça, j'ose espérer en tout cas, mais clairement. Ne serait-ce que déjà dans le système narratif, le fait qu'ils aillent un petit peu plus loin dans ces systèmes, dans cette histoire de post-apocalyptique. Clairement. Et en plus, vous avez encore d'autres moteurs par-dessus, de ma compréhension. Bah voilà, vous avez parlé, vous êtes là pour présenter les Gardes de la Terre. Vous avez Résilience. Il y a aussi les Brigades du Steam. Oui, tout à fait. Les Chroniques de Vhelran aussi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de noms qui ressortent, quoi. Les Chroniques de Vhelran, justement, parlons-en. C'est Chroniques de Vhelran, donc qui devait sortir cette année. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En fonction des sorties qu'il y avait à l'instant T, ça nous a pas du tout aidé, faut le reconnaître. On est conscient aussi que dans la mouture, dans la façon de faire, il y avait des choses à revoir. On a bien vu ce qui pouvait potentiellement pêcher de notre côté. Donc nous, on est complètement prêts à réinvestir du temps, à se réengager dans cet univers-là, dans ce jeu-là, parce qu'on pense que ça vaut vraiment la peine de se plonger dedans, vraiment. Et donc là, on est en train de revoir le produit, de retravailler certaines choses, des choses plus ou moins ciblées. Et donc, on va revenir avec une nouvelle mouture du jeu, une nouvelle itération de celui-ci, tout en restant bien sûr dans le propos initial, mais justement d'arriver à bien recerner, recentrer un petit peu ce propos-là. Donc, on a l'intention de revenir vers début mi-2025. Et vous avez donné des dates pour certains jeux, justement, et typiquement un jeu qui est en plus affectionné par certains membres de notre studio. Sapa Inca, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça marche du tonnerre? Ça marche super bien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Une évolution? Du nouveau contenu? Comment ça se passe? Alors, on a des auteurs, ils sont prolifiques, hein. Ils sont déjà partis sur de la campagne. Donc il y a Nurtor le Noir, il y a Pascal Broxol, Éric Dubourg, Zodiac le rôliste. Ils sont déjà partis dans les starting blocks. Enfin, le jeu était déjà sorti. Il était même pas encore sorti. Qu'ils étaient sur déjà des settings de campagne. Donc non, ils sont déjà au taquet là, comme on dit. Bah ça c'est très bon signe. Enfin c'est que demander de mieux de la part d'auteurs, quoi. Et surtout qu'en plus, je pense que d'avoir eu la distinction du jeu du mois par le GROG, ça les a motivés là. Ça y est. Ah oui. Mais ils travaillent 24 heures sur 24 là d'ailleurs. Non, peut-être pas encore. Ils travaillent beaucoup. C'est vrai que ils sont très très prolifiques pour le coup. L'équipe est très efficace. Et je pense que oui, ils avaient. Ça fait toujours du bien de recevoir
une distinction comme le jeu du mois. Ça permet de remettre un petit peu de charbon dans la machine, quoi. Et oui, il y a des livrets scénarios qui vont arriver. Il y a... D'ailleurs, peut-être le souligner pour ceux qui ne le connaissent pas, le grog, c'est le guide du rôliste galactique, donc rien à voir avec la boisson à base de rhum, de citron et autres douceurs. Mais du coup, qui est une consécration parce que le grog existe depuis de très nombreuses années et est suivi par énormément de rôlistes et est en fait une bible pour l'univers holistique. Donc, recevoir ce prix de leur part, c'est clairement gratifiant et j'imagine d'autant plus motivant pour la suite, quoi. Oh, c'est certain pour les auteurs, oui. Ouais. Même pour vous, même pour vous en organisation, c'est fabuleux, quoi. C'est vrai que le produit a été très très bien accueilli par le public. On a été vraiment content de ça parce que c'est vrai que il n'y avait pas spécialement de jeux sur les Incas qui avaient été faits. On s'est lancé, mais en même temps, les gens méconnaissent un petit peu cet univers-là, l'univers Inca. Et donc on savait pas trop. Forcément, c'est toujours l'aventure quand on lance un nouveau projet, quoi. Mais quand le produit est sorti, ouais, il y a quand même eu un accueil chaleureux, ouais. Et d'ailleurs, en 2-3 mots un peu dans la même veine, Insectopia, est-ce qu'on peut escompter du nouveau contenu, des nouvelles choses? Tout à fait. Ouais, il va y avoir du nouveau contenu, puisque là, il y avait eu la première partie de la campagne Imago Virilis, qui était sortie il y a 2 ans maintenant, ou 3. J'avoue, je m'en souviens plus au niveau des dates. Mais en tout cas, là, il va y avoir un nouveau triptyque avec du scénario, du contenu, avec l'Empire des Lézards. Tout à fait. Et la deuxième partie qui va clôturer cette campagne qui a été initiée donc de l'Imago Virilis et qui va donner des bouleversements dans le monde d'Antoma, justement. Oh. Faut pas en dire plus pour pas trop, mais c'est un joli teasing, ça promet. Oui. Les écrits sont terminés. Là, on est moi, je suis en train de travailler sur les illustrations avec l'équipe d'illustrateurs là. Donc, ça avance bien. Pour le coup, ça avance bien. Donc là, effectivement, on aura de quoi jouer les lézards et avancer encore sur les campagnes avec de la nouveauté, du scénario, des changements dans les règles. Et du bouleversement de l'univers. Et c'est un milieu qui est assez dense, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons d'édition. Le jeu de rôle a pris énormément d'ampleur sur ces dernières années. Beaucoup de maisons d'édition se sont lancées avec des jeux plus ou moins de niche ou des gros jeux bien connus, des grosses licences qu'elles ont réussi à récupérer. Comment on se démarque dans une jungle qui est dense? Comment on va à coups de machette pour se dire je vais continuer à avancer et là-bas? Est-ce que vous avez des lignes directrices ou une politique particulière sur votre maison d'édition qui vous différencie et vous par rapport à votre concurrence qui est somme toute assez importante même dans le milieu francophone? Alors, je pense que Odonata cherche déjà à se différencier au travers de ses différentes jouabilités. Et de ses univers. Il faut qu'il y ait un propos qui soit porté systématiquement dans les univers. C'est-à-dire, quel est le message de fond quand on joue à tel jeu? Et c'est ça qui va quelque part porter le joueur au travers de cet univers-là. C'est qu'est-ce qui va résonner dans le joueur au travers de cet univers-là, en fait. Il faut faire vibrer le joueur. Il faut qu'il vive vraiment quelque chose. Donc, il faut que nous, dans nos sélections de jeux, dans nos sélections d'univers qu'on va développer après, il faut qu'il y ait ce message-là, cette espèce de noyau dur qui va permettre de faire résonner en chacun d'entre nous quelque chose. Je pense que ça peut être déjà une bonne porte d'entrée pour arriver à percer en créant des univers qui vont perdurer, en fait. C'est ça qui est difficile. Créer des univers, on peut créer pas mal d'univers avec des ersatz de Donjons et Dragons, ou plein de choses comme ça, qui seront peut-être très très bien, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Quelle va être cette espèce de valeur ajoutée, ce plus sain qui va dire,
Tiens, on va plutôt se tourner vers celui-ci parce que lui, il a quelque chose de plus à dire à cet endroit. Et même si on va pas se le mentaliser, se le formaliser, ne serait-ce que déjà si on le ressent, c'est l'essentiel. Le joueur est quelqu'un d'instinctif aussi, c'est pas que du mental. Évidemment, vous n'êtes pas venu au studio 4D2 sur sol helvétique pour déguster un délicieux café et parler de vos jeux qui fonctionnent déjà excellemment bien. Vous êtes surtout là pour venir présenter un de vos jeux qui va sortir en souscription du 8 octobre au 19 novembre, qui est Les Gardiens de l'Éther. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que Les Gardiens de l'Éther? Alors, Les Gardiens de l'Éther, c'est un jeu de science-fiction chamanique. Je vais même aller un poil plus loin. Vas-y, je t'en prie. La Space Fantasy chamanique. Ça sonne divinement bien. J'ai grande hâte d'écouter. Enfin, plus simplement, c'est un space opéra qui a un côté très bande dessinée espiègle, en fait, dans lequel vous allez incarner un chaman, en fait, de l'espace dans un univers qui a été inventé de toutes pièces. Donc, c'est tout simplement un humain qui va être accompagné d'un gardien qui est en fait une entité à tête anthropomorphique et qui va le guider au travers de ses aventures. Dans l'idée, c'est de reprendre en fait certains principes chamaniques, en fait, de les transmettre au travers d'un jeu et d'un univers totalement inventé. Sur un trait extrêmement bande dessinée, d'apporter en fait ces informations-là, cette culture-là, et en même temps de faire vivre des aventures à nos joueurs, quoi. Donc parce que en jouant ce chaman-là, vous allez aller à la recherche donc de l'équilibre au travers de l'univers, au travers de différents mondes, des mondes éthériques comme du monde physique, en fait, du monde matériel, là où vous incarnez votre propre chaman. Et vous partez en quête de mystères dans l'univers, de technologies perdues, de savoirs inconnus, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous faites de ça? C'est-à-dire la fameuse science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces technologies qui peuvent nous tomber comme ça du jour au lendemain, mais qui dépassent l'entendement humain, en fait. Donc vous incarnez ça, et vous allez travailler un petit peu autour de la notion de l'équilibre entre gardien ou technologie, par exemple. C'est surtout aussi un jeu où on essaye en tout cas de mettre en place la quête de soi. C'est-à-dire que les joueurs, au travers de leurs personnages, vont devoir prendre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour les mondes qui sont intégrés dans les Gardiens de l'Éther. Et il va y avoir un petit peu cette lutte d'influence entre d'un côté l'esprit chamanique avec les gardiens et de l'autre côté la technologie. Puisqu'au fur et à mesure, on verra tout à l'heure sur la partie, les gardiens peuvent être des guides clairvoyants, mais des fois peut-être un petit peu oppressants pour certains chamans, certains joueurs. Et la technologie qui va être intégrée dans le jeu au fur et à mesure va permettre aux joueurs et aux chamans de pouvoir se libérer de ce guide, mais avec des conséquences qui vont être néfastes aussi pour lui. L'oppression ne sera pas placée de la même manière, en fait. Donc du coup, comment va se positionner le chaman et le joueur là-dessus, avec différentes découvertes qui vont bouleverser le monde. Puisque c'est un petit peu un monde aussi à secret, il y a des événements qui se sont passés avant, mais on ne les connaît absolument pas. Donc comment on en est arrivé là? Voilà, comment on en est arrivé là, et quels sont les moyens de connaître notre passé pour qu'on puisse mieux construire notre avenir. Ça promet un délicieux mélange tout ça. Et tout ça, bien sûr, dans un univers qui est bande dessinée. Donc, c'est un univers qui va susciter l'amusement. C'est le fun avant tout. Il faut le voir comme ça. C'est pas un univers qui se veut extrêmement sérieux, avec des décisions Les décisions peuvent être très graves. Attention, c'est pas parce qu'on s'amuse autour de la table et qu'on peut se permettre justement ce que tout personnage de bande dessinée pourrait faire et qui amuserait son lecteur. Mais la finalité de tout ça a sa gravité d'une certaine manière, ouais. Et bien justement, on a grande hâte de jouer cette partie avec cette belle introduction.
Merci infiniment pour toutes vos réponses, pour tous ces Merci. détails. Merci. À nouveau, on va rentrer plus dans les détails du système de jeu et de l'univers. Donc Tout le à fait. système de jeu, les règles et l'univers Oui. qui seront dédiés dans des vidéos spécifiques. Et là, on va monter gentiment au studio pour aller tourner cette partie. Eh Exactement. bien, allons-y. Avec Allons-y. plaisir. Merci infiniment et à tout de suite. Merci énormément. À tout de aussi, suite, et à merci. de suite.